Dans ce chapitre, intitulé Chimie organique et nouveaux matériaux, nous allons commencer par voir pourquoi et comment produire des molécules dites biologiquement actives. Une molécule biologiquement active est une molécule qui a la propriété d'interagir avec l'organisme. C'est notamment le cas du paracétamol et de l'ibuprofène. Pour produire ces molécules biologiquement actives, on peut réaliser une extraction lorsque ces espèces chimiques sont naturelles ou une transformation chimique de matières premières. Pour cela, on peut réaliser une synthèse à partir de molécules simples ou une hémisynthèse à partir d'espèces chimiques naturelles qui ont une structure proche de la molécule attendue. Ces espèces chimiques naturelles sont appelées des précurseurs. Lorsque l'on réalise une synthèse, la quantité de matière de produit obtenu est toujours inférieure à celle que l'on aurait pu attendre. On peut alors calculer le rendement petit r de cette synthèse en faisant le rapport de la quantité de matière obtenue expérimentalement sur la quantité de matière théorique que l'on aurait pu attendre. Ce rendement est une grandeur sans unité, comprise entre 0 et 1, mais on l'exprime le plus souvent en pourcentage. Les molécules organiques susceptibles de participer à ces réactions de synthèse sont très nombreuses. C'est pourquoi il est nécessaire de les ranger, et notamment en fonction de leur structure et de leur chaîne carbonée. La chaîne carbonée, c'est l'enchaînement des atomes de carbone qui constituent la molécule. Une chaîne carbonée peut être ramifiée si l'un de ces atomes de carbone est lié à au moins 3 autres atomes de carbone. Elle peut être cyclique si cette chaîne carbonée se referme sur elle-même, ou elle peut être linéaire si elle n'est ni cyclique ni ramifiée, c'est-à-dire si les atomes de carbone sont enchaînés les uns aux autres à la queue leu-leu. Ces trois exemples sont des exemples de molécules organiques faisant partie d'une même famille, la famille des alcanes. Les alcanes sont des molécules organiques constituées uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ils font partie des hydrocarbures. Ces atomes de carbone et d'hydrogène sont associés par des liaisons covalentes simples, CC et CH. La formule brute générale d'un alcane est CnH2n+2. On nomme les alcanes en associant un radical à la terminaison -ane. Si l'alcane est linéaire, le radical dépendra du nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne carbonée. Voici les noms des 10 premiers alcanes dont le nombre d'atomes de carbone évolue de 1 à 10. Pour un atome de carbone, l'alcane s'appellera le méthane. 2 atomes de carbone, ce sera l'éthane. 3 le propane. 4 le butane. 5 le pentane. Puis pour 6, 7, 8, 9 et 10, hexane, heptane, octane, nonane et décane. Si l'alcane est ramifié, on détermine d'abord la plus longue chaîne carbonée linéaire que l'on appelle la chaîne principale. C'est son nombre d'atomes de carbone qui déterminera le nom de l'alcane. Puis, on identifie les ramifications présentes sur la chaîne principale. Ce sont les groupes alkyles. Par exemple, si la ramification présente un seul atome de carbone, le radical du groupe alkyle sera meth, il s'agira du groupe méthyle. Si la ramification possède 2 atomes de carbone, il s'agira du groupe éthyle, et ainsi de suite. Enfin, on va numéroter la chaîne principale en choisissant le sens de numérotation de façon à attribuer le plus petit indice au premier carbone ramifié. Sur l'exemple suivant, on voit 4 atomes de carbone sur la chaîne principale et une ramification présente à ce niveau-là. On peut numéroter la chaîne carbonée de gauche à droite, comme la numérotation notée ici en vert, ou de droite à gauche, comme la numérotation rouge. Le premier carbone ramifié étant celui-ci, le plus petit indice sera l'indice vert. On choisit donc le sens de numérotation indiqué au-dessus de la chaîne ici. Et le carbone ramifié sera le carbone numéro 2. Pour nommer la molécule, on indique d'abord le nom des groupes alkyles sans le E final et dans l'ordre alphabétique, ce qui veut dire
que dans le nom de la molécule, un groupe éthyle devra être noté avant le groupe méthyle. On fait précéder ces groupes alkyles de leur indice de position qui ont été choisis le plus petit possible. Et enfin, on note le nom de l'alcane qui correspond à la chaîne principale. Voici l'exemple suivant. La chaîne carbonée la plus longue a été trouvée égale à 5 atomes de carbone. Il s'agira donc d'un pentane. On identifie ensuite deux ramifications à un carbone. Il s'agit de deux groupes méthyles. Il suffit maintenant de numéroter la chaîne carbonée de façon à attribuer le plus petit indice possible au premier carbone ramifié. Ici, on a choisi de numéroter la chaîne carbonée de façon à ce que ce carbone ramifié porte l'indice 2. Il s'agit donc ici du 2, 3, diméthylpentane. En effet, lorsque le même groupe alkyle apparaît plusieurs fois sur la molécule, on peut utiliser les préfixes di, tri ou tétra que l'on fait précéder des différents indices de position des groupes alkyles. On sait également nommer les alcanes cycliques, appelés également cycloalcanes. En effet, c'est le nombre d'atomes de carbone du cycle qui détermine le nom de ce cycloalcane. Voyons l'exemple suivant. Ici, le cycle présente 4 atomes de carbone. Il s'agira donc d'un cyclobutane. On identifie deux ramifications, une à un carbone ici, un méthyle, et une à deux carbones, un groupe éthyle. Ce groupe éthyle devra avoir le plus petit indice puisqu'il sera le premier nommé par ordre alphabétique dans le nom de la molécule, ce qui nous donnera un premier carbone ramifié 1 ici associé au groupe éthyle, puis on numérote la chaîne carbonée, soit en sens inverse des aiguilles d'une montre, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à ce que le deuxième carbone ramifié ait le plus petit indice possible. Ici, quel que soit le sens de numérotation, ce deuxième carbone sera un carbone 3, ce qui nous donne, pour le nom de cette molécule, le 1-éthyle, 3-méthyle, cyclobutane. Nous allons voir maintenant d'autres composés organiques très réactifs et susceptibles de participer à des réactions de synthèse. Il s'agit de composés faisant partie de la famille des alcools. Un alcool est une molécule qui possède le groupe caractéristique hydroxyle, le groupe OH, porté par un carbone que l'on appelle le carbone fonctionnel, et il s'agit d'une molécule dans laquelle nous ne trouverons que des liaisons simples, carbone-carbone ou carbone-hydrogène. On nomme ces alcools en se servant de la nomenclature des alcanes. Le E de l'alcane sera remplacé par la terminaison ol caractéristique de la famille des alcools. On fera précéder cette terminaison par l'indice de position du groupe OH, c'est-à-dire l'indice du carbone fonctionnel choisi le plus petit possible. Voici l'exemple suivant. Ici, la chaîne carbonée la plus longue a été trouvée égale à 5 carbones. Il s'agira donc d'une chaîne carbonée pentane. Le E du pentane sera remplacé par la terminaison ol puisque l'on trouve ici un groupe OH. Donc il s'agit d'un pentanol. Nous avons également un groupe alkyle à un carbone, un groupe méthyle. Il s'agit maintenant de numéroter la chaîne carbonée de façon à ce que le carbone fonctionnel ait le plus petit indice possible. On numérote la chaîne carbonée donc de droite à gauche, ce qui nous donne un carbone fonctionnel en indice 2 et un méthyle en indice 3. Le nom de la molécule sera donc le 3-méthyle pentane 2-ol. L'indice de position du groupe OH se situe entre le pentane et la terminaison ol de l'alcool. Les alcools sont groupés en 3 classes. Un alcool peut être primaire si son carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul autre atome de carbone ou même à aucun atome de carbone. Un alcool peut être secondaire si le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone, ou même tertiaire s'il est lié à 3 autres atomes de carbone. Les propriétés chimiques et physiques des composés dépendent notamment de leur structure. Voyons
comment évolue la température d'ébullition au sein d'une même famille de composés. Voici l'heptane, 7 atomes de carbone et une température d'ébullition de 98 degrés Celsius. Allongeons la chaîne carbonée avec l'octane, 8 atomes de carbone et une température d'ébullition qui augmente, 126 degrés Celsius. Prenons maintenant le 2-méthylheptane, 8 atomes de carbone également, mais une chaîne principale à 7 carbones et une ramification. Nous voyons une température d'ébullition légèrement plus faible que celle de l'octane, 117 degrés Celsius. Toujours 8 atomes de carbone en tout, mais une chaîne principale à 6 et 2 ramifications avec le 2,3-diméthylhexane et une température d'ébullition qui diminue encore à 106 degrés Celsius. On a pu remarquer qu'au sein d'une même famille de composés, les températures de changement d'état augmentent avec la longueur de la chaîne carbonée. En effet, plus la chaîne carbonée est longue, plus les interactions de Van der Waals entre les molécules seront intenses, et donc plus les températures de changement d'état seront élevées. On peut également remarquer qu'elles diminuent quand le nombre de ramifications augmente. En effet, plus la chaîne est ramifiée, moins les molécules peuvent se rapprocher les unes des autres, et plus l'intensité des interactions de Van der Waals va diminuer, donc plus les températures de changement d'état vont baisser. Ces remarques sont également vraies pour la famille des alcools, mais on peut remarquer que pour une même chaîne carbonée, les températures d'ébullition des alcools sont toujours très supérieures à celles des alcanes. En effet, les températures de changement d'état des alcools sont toujours supérieures à celles des alcanes, car en plus des interactions de Van der Waals, il existe entre les molécules d'alcool des liaisons hydrogènes. Il est donc nécessaire d'apporter plus d'énergie pour rompre ces liaisons supplémentaires. Voyons maintenant la relation entre la structure des alcools et leur miscibilité dans l'eau. Cette miscibilité est due à la présence du groupe hydroxyle OH, capable d'établir des liaisons hydrogènes avec l'eau. On peut voir dans ce tableau que l'éthanol a une solubilité infinie dans l'eau, le butane 1-ol a une solubilité de 80 g par litre, alors que l'hexane 1-ol n'a une solubilité que de 6 g par litre. Cette variation des solubilités dans l'eau est due à la longueur de la chaîne carbonée. En effet, plus la chaîne linéaire augmente et plus la miscibilité de l'alcool dans l'eau diminue. Cela s'explique par la présence dans toute molécule d'alcool de deux parties, le groupe OH, hydrophile, capable de se lier avec les molécules d'eau par des liaisons hydrogènes, mais également la chaîne carbonée, constituée uniquement de carbone et d'hydrogène, elle est hydrophobe. Lorsqu'elle est courte, les molécules d'alcool peuvent s'entourer de molécules d'eau et la miscibilité sera grande. Par contre, lorsque cette chaîne carbonée est longue, les interactions entre les molécules d'eau et les molécules d'alcool sont plus limitées et la miscibilité sera partielle.